majeur qui aurait dû avoir un grand écho, mais la crise du Covid est passée par là et donc du coup on a tout simplement parlé d'autre chose alors que réellement cette décision mérite qu'on s'y arrête. Deux considérations, une de fond mais une également de forme. C'est tout d'abord l'abandon des attendus. La Cour de cassation adopte maintenant un style beaucoup plus direct, donc en gros c'est un français beaucoup plus compréhensible pour les justiciables d'ailleurs, donc c'est maintenant des décisions qui ont vocation à être diffusées plus facilement au public. Le corps de la décision, lui, est maintenant composé en 3 parties. Une première partie, ce sont les faits et la procédure. Une deuxième partie consacrée à l'examen des moyens du pourvoi. Et la troisième partie qui va contenir la motivation de la décision. La cassation a décidé, pour ses arrêts les plus importants, d'adopter ce qu'elle appelle une motivation enrichie. C'est-à-dire que en plus d'énoncer la solution qu'elle donne au problème, elle fournit au lecteur des matériaux supplémentaires pour l'aider à comprendre. C'est notamment l'explicitation de sa méthode d'interprétation des textes. La Cour de cassation aussi a vocation à exposer les solutions alternatives qu'elle écarte, c'est-à-dire celles qu'elle décide de ne pas adopter. Et puis enfin, la Cour de cassation a décidé d'intégrer un historique des précédents, c'est-à-dire la synthèse des décisions déjà rendues sur la même question, quitte d'ailleurs à mettre en exergue les divergences qui peuvent avoir eu lieu entre les différentes chambres. On sait que sur les mêmes questions, selon qu'on est devant la première ou la troisième chambre civile ou devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, les solutions peuvent diverger. Et bien là, on aura tout cet historique-là, le but étant, encore une fois, que le lecteur ne puisse plus avoir d'hésitation sur le sens et la portée des décisions qui sont rendues. Elle était soumise à la Cour de cassation, elle est assez simple. Quel régime de responsabilité est-ce qu'on doit appliquer à une victime qui est tiers par rapport à un contrat et dont le préjudice, le dommage, a pour origine la mauvaise exécution du contrat. Puisqu'en droit français, 2 possibilités, soit la responsabilité délictuelle qui implique une réparation intégrale du préjudice pour la victime, soit le régime de la responsabilité contractuelle, auquel cas celui qui a mal exécuté son contrat pourra profiter des clauses du contrat qu'il protège, y compris vis-à-vis des tiers victimes. Cette question a été soumise à l'Assemblée plénière parce que justement on constate un certain nombre de divergences, on en parlait tout à l'heure, entre les différentes chambres de la Cour de cassation. Il faut d'abord remonter en 2006 où la même formation de la Cour de cassation avait déjà donné la solution. Et la solution était celle de la réparation intégrale du préjudice de la victime, c'est-à-dire que c'est le régime de la responsabilité délictuelle qui s'applique lorsqu'un tiers subit un dommage dont l'origine est dans la mauvaise exécution d'un contrat auquel, encore une fois, il est tout à fait étranger. Cette solution-là n'a pas été totalement suivie des faits, puisque d'abord, la doctrine l'a en grande partie rejetée, en tout cas fortement critiquée, et puis au fil du temps, certaines chambres de la Cour de cassation ont rendu des solutions qui se sont un petit peu écartées de la solution de principe de 2006 et pour finir quasiment en totale opposition avec cette solution-là. Alors, il y a un petit peu 2 camps. Il y a le camp de ceux qui défendent la notion de prévisibilité selon laquelle lorsqu'on passe un contrat, on ne doit être engagé qu'à hauteur de ce qu'on a prévu dans ce contrat-là. Et pour ce courant-là de pensée, eh bien, c'est la responsabilité contractuelle qui devrait s'appliquer. Et encore une fois, parce que le co-contractant ne devrait pas finalement avoir plus d'engagement vis-à-vis des tiers au contrat que vis-à-vis de son propre co-contractant. De l'autre côté,
les partisans de la défense des droits des tiers, pour lesquels ce qui importe c'est que la victime soit intégralement indemnisée, et ce, quel que soit le foyer, si je puis dire, de la faute qui est à l'origine de leur préjudice. Et donc même si c'est un contrat, et même si ce contrat par exemple limite en montant la responsabilité du co-contractant qui exécute mal ce contrat-là, eh bien pour ce courant de pensée-là, encore une fois, la victime doit avoir une réparation intégrale. Alors, à titre très personnel, je considère que la contrepartie du fait de passer un contrat étant un certain désir d'enrichissement, il me semble qu'il n'est pas anormal de considérer que dès lors que l'exécution du contrat cause un préjudice à un tiers, ce tiers ait droit à une réparation intégrale. Des solutions, en tout cas des situations un peu compliquées, lorsque le tiers en question, sans être partie au contrat, a quand même certains rapports, une certaine proximité avec ce contrat. On peut penser par exemple aux contrats de construction dans le cadre desquels l'entrepreneur principal fait appel à des sous-traitants. On voit bien que là, les sous-traitants donc vont agir pour le compte, au final, d'un tiers, enfin en tout cas de quelqu'un qui est tiers au contrat de sous-traitance, mais qui va bénéficier de l'exécution de son contrat-là. Et c'est là que peut-être le principe de la réparation intégrale induit des conséquences qui ne sont pas tout à fait bonnes. Sans doute un panachage des différentes solutions qui ont eu cours, qui ont maintenant cours, et du reste, ça a été l'objet de plusieurs projets de loi. Ce système-là, encore une fois, à titre très personnel, il me semble que lorsque le tiers est totalement étranger au contrat, c'est le principe de la réparation intégrale qui devrait s'imposer pour les raisons que je viens de dire. Ensuite, selon le degré de proximité du tiers avec le contrat, on pourrait envisager différentes solutions. Et par exemple, lorsque le tiers bénéficie du contrat, eh bien dans ce cas-là, on pourrait exiger que pour obtenir une réparation intégrale, ils doivent démontrer non seulement qu'ils subissent un dommage, mais qu'en plus, le co-contractant fautif, en plus de mal exécuter son contrat, eh bien, contrevient à une obligation générale de prudence. Et donc, dans ce cas-là, et seulement dans cette hypothèse-là, où le tiers pourrait rapporter cette preuve supplémentaire, eh bien, il aurait droit à une réparation intégrale. Absolue réparation intégrale, le tiers qui a une proximité avec le contrat, eh bien, une réparation à hauteur de ce qui est prévu dans le contrat, sauf s'il rapporte la preuve de ce que le co-contractant fautif a commis, en tout cas a manqué à un devoir général de vigilance. Une position très tranchée mais très claire, elle adopte la solution qui consiste à dire que tous les tiers, quelle que soit d'ailleurs leur proximité avec le contrat, doivent avoir droit à une réparation intégrale puisque, et c'est l'énoncé retenu par la Cour de cassation, le seul fait qu'un co-contractant cause un dommage au tiers, eh bien, ouvre le droit à une réparation intégrale. Alors, au niveau de la doctrine, évidemment, puisque c'est cette position-là, puisque c'est la même que celle adoptée en 2006, qui, à l'époque, avait déjà donné lieu à une certaine contestation, et encore une fois, la doctrine dans sa majorité appelle de ses voeux une solution plutôt panachée, telle qu'on l'a décrit tout à l'heure. Donc critique en doctrine certainement, au niveau des juridictions en principe non, d'abord parce que c'est une décision d'assemblée plénière, donc elle est censée s'imposer à tous les juges, et puis surtout parce qu'elle a été rendue selon les nouvelles normes de rédaction, et que donc il n'y a plus aucun doute possible sur le sens et la portée que la Cour de cassation voulait donner à cette décision. Et c'est d'ailleurs tout le but recherché qu'à un moment donné, le fond rejoigne la forme pour que la décision irradie de toute sa force.